Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir maintenant parce que c'est un peu dans la continuité de celle-ci. Résumons. L'assassinat de Charlie Kirk soulève évidemment beaucoup de questions. On a déjà des comparatifs. Souvenez-vous, au début de l'année, il y avait eu cette députée démocrate qui s'était fait tuer avec son mari. Et en effet, on n'en avait pas fait autant médiatiquement. Alors j'ai envie de dire, on n'en avait pas fait autant médiatiquement parce qu'il n'y avait pas d'image. Or là, l'assassinat de Charlie Kirk, on a les images. Ou du moins, on a vu l'acte lui-même. Donc évidemment, émotionnellement, ça monte un peu plus en température. Et puis il y a le contexte. Aux États-Unis, aujourd'hui, la population américaine, on peut le dire, est à 2/3 plutôt conservatrice modérée. On a de très fortes concentrations dans la plupart des grandes villes américaines, dans la plupart des grandes métropoles, des mouvances progressistes, en sachant que lorsqu'on dit républicain et démocrate, quand on dit conservateur et progressiste, il est évident qu'il n'y a pas un profil type. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je ne vais pas revenir dessus, la grande majorité des Américains aujourd'hui sont dubitatifs. C'est-à-dire qu'ils veulent défendre des positions et des idéologies, mais trouvent que de plus en plus, la médiatisation focalise de plus en plus les projecteurs sur les côtés extrêmes des mouvances à laquelle ils appartiennent. Et j'ai envie de dire, finalement, ça rejoint aussi ce qui se passe en France. En France, si vous êtes de droite, ou si vous êtes de gauche, si vous êtes plutôt conservateur, ou si vous êtes plutôt progressiste, force est de constater que de plus en plus aujourd'hui, médiatiquement, on vous considère comme étant d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ça rejoint ce que je vous disais, c'est que où est le modéré finalement? Où est même le raisonné? Où est même le neutre dans tout ça? Eh bien, on se rend compte que ce soit dans les débats, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, j'ai l'impression qu'en fait, de plus en plus, cette catégorie, pourtant très largement majoritaire, tend à disparaître. Et on caricature, on amalgame. Si vous êtes droite, ça veut dire que vous êtes d'extrême droite. Si vous êtes de gauche, ça veut dire que vous êtes d'extrême gauche. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil. Aujourd'hui, un progressiste sera plus vu comme étant un défenseur du wokisme, comme les conservateurs seront plus des défenseurs d'une religion bigote, extrémiste, raciste, fasciste, d'extrême droite. Pour preuve, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de ce fameux sondage qui disait que 93% des meurtres extrémistes étaient commis par l'extrême droite. Si vous voulez que je vous développe le truc, vous allez voir la précédente vidéo. Eh bien, voilà qui pas qu'en France, on vous refait le même sondage, c'est-à-dire que on considère, alors je crois que c'est 83 ou 85% des Français qui considèrent que la Russie est une menace réelle. Sauf que dans les dénominations hors extrême droite. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont fait un sondage auprès de Français, mais ils ont éliminé tous les Français considérés comme étant d'extrême droite. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même le ridicule de ce sondage. C'est que, ils admettent qu'ils ont les moyens donc de faire un sondage en éliminant des personnes qui socialement, sociétalement, idéologiquement sont considérées comme étant d'extrême droite. Alors là, il faudra qu'on m'explique comment établit quelqu'un qui est plutôt d'extrême droite. Donc ça rejoint ce que je vous disais, c'est-à-dire que finalement, si vous partagez des idées plutôt de droite, eh bien vous serez catalogué d'extrême droite. Donc finalement, ce fameux sondage qui dit que 83% des Français considèrent que la Russie, t'as envie de dire, et donc en fait, vous avez interrogé que des gens de gauche. Donc
Donc quand je vous dis que cette vidéo, elle est le prolongement de la précédente, bah oui, c'est que petit à petit, de plus en plus, on voit cette évolution vers quelque chose de simplifié, quelque chose d'infantilisé, quelque chose de basique. Sauf que la progression de cette idéologie, malheureusement, ça ne peut que provoquer des confrontations, puisque comme on simplifie les débats, malheureusement, on pousse les gens à un moment donné à se ridiculiser de par l'incapacité qu'ils ont de développer leur idée, leurs opinions. Et comme ils savent, ou à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils sont incapables de développer leurs opinions, eh bien, ils deviennent agressifs, ils deviennent vulgaires, ils deviennent insultants envers le contradicteur. Jusqu'à avoir une haine viscérale. Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens-là, à un moment donné, et de plus en plus, se retrouvent devant une frustration. Et il suffit que dans l'eau, vous ayez quelques fragiles duos, et ces fragiles duos tombent dans une forme d'extrémisme. Alors vous avez vu aux États-Unis, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, vous avez des Américains qui ont perdu leur job parce que leur employeur, tout simplement, alors je crois que il y a en fait des gens qui ont réussi à faire des listes et qui ont envoyé en fait des mails aux boss, aux managers, aux responsables de leur entreprise en disant voilà, tel et tel employé chez vous a dit ça sur les réseaux sociaux. Sauf que je crois que le chiffre, ça monte à 300 000. 300 000 individus qui auraient été identifiés comme ayant dit des choses non convenables par rapport à l'assassinat de Charlie Hebdo. Et oui, actuellement, vous avez des gens qui sont en train de se plaindre sur leurs réseaux sociaux, qu'ils viennent de se faire virer, etc. Mais il y en a qui ça va être la révolution, c'est pas juste. Donc c'est pour ça que, en effet, cette affaire de Charlie Kirk aux États-Unis a fait monter la température. Et maintenant que l'on sait que Tyler Robinson, dont évidemment au départ, on a mis en cause les idéologies gauches, et puis quand on a eu la famille, on a commencé à voir les gauchistes dire ouais, vous voyez, vous nous avez accusés à tort, alors que le gamin il vient d'un milieu républicain, conservateur, pro-armes. Et sauf que là maintenant, oui, on sait que le gamin, il est à la limite l'archétype même de ces individus qui à un moment donné ne se reconnaissent pas dans l'environnement social et idéologique dans lequel ils ont grandi. Et que par conséquent, ils adoptent à un moment donné dans leur développement personnel une sorte de rébellion. Alors, attention, je ne critique pas le truc, c'est à tort ou à raison. Parfois ça se passe bien, parfois ça permet à l'individu de se développer dans sa personnalité, dans ses opinions, d'aller peut-être plus dans un sens modéré que les positionnements de sa famille, de ses amis, de ses frères et sœurs, qu'il considère comme étant un peu plus trop extrêmes. Mais l'inverse aussi. Et Tyler Robinson en est peut-être un de ces exemples. Et que, en effet, eh bien, Tyler Robinson a été influencé peut-être, a peut-être été poussé à passer à l'acte, à l'encontre d'un individu qui, on va pas se mentir, avait une fâcheuse tendance à ridiculiser des gens de son bord. Donc oui, Charlie Robinson a été assassiné pour ce qu'il est, pour ce qu'il était. Un débatteur, un contradicteur, un polémiste. Alors oui, il avait ses positions, des positions qu'on peut très bien ne pas accepter, lesquelles on pourrait très bien ne pas être d'accord, encore une fois, selon vos positions. Mais à partir du moment où, si vous considérez que vos positions sont la seule et unique absolue vérité, et que par conséquent toute contradiction, tout sens contraire, toute polémique est nocive,
moi je ne suis pas contre l'avortement, mais je comprends des gens religieux, puisque Kirk était un évangéliste, je comprends que la doctrine religieuse amène les gens à exprimer le fait qu'ils ne sont pas d'accord, ou qu'ils sont contre des mœurs ou des pratiques dans nos sociétés modernes, dans nos sociétés civilisées. Mais il y a une différence entre exprimer et agir. Alors oui, aux États-Unis peut-être que certains vous diront que oui, vous comprenez qu'il y a un risque pour les droits des femmes, pour la liberté des femmes, de disposer de leur corps. Tout à fait, c'est un risque. Malheureusement, on vit dans un pays, comme je vous l'avais expliqué à plusieurs reprises, on est dans le pays des extrêmes. Et du fait qu'on est dans le pays des extrêmes, ben oui, malheureusement, peut-être un jour, un politicien fera voter une loi qui interdira l'avortement. Et là, évidemment, moi, je serai le premier à dire que je ne suis pas d'accord. En revanche, le point sur lequel je suis d'accord, c'est peut-être renforcer l'accès à l'avortement. Pourquoi? Tout simplement parce que l'avortement n'est pas une issue, je dirais, c'est une facilité en fait. C'est-à-dire que ça déresponsabilise. Alors, attention, pour des femmes, se faire avorter, c'est un choix, c'est une décision. Or, malheureusement, il y a un moment donné, il faut se poser la question si c'est une décision réfléchie, assumée, ou si au contraire, c'est une décision consumériste. Je baise à tout va, je tombe enceinte, oh, c'est pas grave, je peux me faire avorter. Où est la responsabilité morale à un moment donné de se dire, écoute cocotte, que tu t'envoies en l'air. Et dans ce cas-là, à chaque fois quand tu tombes enceinte et que tu te dis, bah, de toute façon je vais me faire avorter, est-ce que c'est véritablement moralement une liberté légitime? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de se poser la question, est-ce que quelque part, tu n'agis pas de façon irresponsable, immature? Alors que Dieu sait, nous avons des tas de moyens de contraception, et j'ai envie de dire, pareil pour les hommes. Et en fait, on en vient toujours au même problème, c'est le problème de l'immaturité, de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que pour accentuer l'efficacité d'une société de consommation, il est évident qu'on doit équiper un peuple, qu'on doit équiper une société de gens immatures. Ainsi donc, ces gens réagissent par plaisir, réagissent par désir, et n'ont plus aucune mesure, n'ont plus aucune raison gardée. Ils satisfont à l'extrême leur moindre désir. Eh bien, Tyler Robinson, il a satisfait à son désir d'éliminer quelqu'un qui fait du mal à ses congénères, qui fait du mal à ses amis, qui fait du mal à sa communauté. Donc oui, si on en arrive à des sociétés où des gens finissent par légitimer de tuer, d'éliminer, voire même de torturer, des gens parce qu'ils estiment que ces gens-là, pour eux, sont nocifs à leur existence, sont nocifs à leur crédibilité, sont nocifs à leurs idéologies, eh bien oui, il y a un moment donné où l'autre camp va arrêter, lui, de relativiser. Il va arrêter, un jour, de dire « Ok ». Et la manifestation qui s'est produite en Grande-Bretagne, elle interroge. Alors évidemment, tous les médias européens estampillent et font de redondance le terme extrême droite, puisque extrême droite a une connotation systématiquement négative. Appliquer extrême droite à tout et n'importe quoi, ça pousse des gens à dire « Ouais, bah, non, c'est pas bien. C'est des méchants. » Donc il est évident que des gens qui classifient
Charlie Kirk comme extrême droite. Alors qu'à plusieurs reprises aujourd'hui, tous les gens qui ont commencé un petit peu à exploiter, à explorer ce qu'était Charlie Kirk se rendent compte que il n'était pas raciste. Je dirais même qu'il n'était pas homophobe. Il était contre les extrêmes. Il était contre le ridicule. Il était contre l'approximation. Il était contre l'idéologie de simplification. Il était contre l'infantilisation de la société américaine. Oui, il était contre l'avortement, pour ce que je viens de vous expliquer. Du fait qu'il y a à la fois le problème de l'excès, mais aussi un problème de doctrine religieuse, très clairement. C'est un pilier. C'est comme lorsque le pape assouplit la considération envers l'homosexualité, il y a un moment donné où soit tu respectes les dogmes de la religion, au même titre que ce que certains musulmans aujourd'hui font, ce qu'on appelle des radicaux, qui eux appliquent scrupuleusement le Coran. J'ai envie de dire, est-ce que pour les progressistes ou les ultra-progressistes français, est-ce que finalement on aurait le droit de tuer des imams avec leur discours ultra-radical ? Ben non, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ceux qui détiennent la pensée de gauche, la pensée d'extrême gauche, eh bien, ils sont aussi des islamo-gauchistes. Et que même aujourd'hui en France, un homosexuel, un gay, un lesbien, un trans, un non-genré ne peuvent absolument pas critiquer l'islam, ne peuvent pas critiquer le discours musulman radical. Ce qui fait que en Europe, vous avez des gens qui sont pour Free Palestine, alors que si tu les envoies dans la bande de Gaza en se revendiquant gay ou lesbienne, à votre avis, combien de temps ils peuvent tenir ? Je dirais même combien de temps ils peuvent tenir dans un pays musulman pratiquant, genre Arabie Saoudite, Qatar, Iran, Irak, Syrie. Et c'est un sujet tabou, on est d'accord. Donc voilà, j'ai envie de dire, alors, les dés sont relancés. Et ça va continuer à monter parce que, avec ce qui vient de se passer aux États-Unis, les conséquences sociétales, puisque je vous dis, des Américains aujourd'hui se font virer de leur boulot, quoique j'ai envie de dire, attention parce qu'il y a beaucoup d'individus dans les entreprises, et j'en ai fait l'expérience de 2 personnes très clairement affichées, plutôt wokistes, qui finalement, à cause de leur comportement, se sont fait virer au bout de 6 mois. Là, au moins, ils se sont fait virer. Mais vous avez beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui n'osent pas virer ce genre d'individus, parce que très clairement, ils s'affichent comme étant wokistes, comme étant LGBTQ+, etc. Mais ils n'osent pas les virer parce que sinon, ils risquent d'avoir un retour de boomerang sur les réseaux sociaux. Et donc, je pense que certains employeurs ont profité que justement cet employé a littéralement pété les plombs sur les réseaux sociaux pour lui donner l'occasion de le virer. Ce qu'il n'a pas fait avant, parce qu'avant, il avait peur que cette personne finisse par faire jouer la communauté contre son enseigne, contre son entreprise, comme étant une entreprise homophobe, raciste, etc. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, ces gens finissent par rentrer en concurrence avec les Afro-Américains. Les Afro-Américains qui, eux, ont un système bien installé, qui fait qu'eux aussi, il est beaucoup plus difficile de les virer qu'un blanc ou un hispanique ou un asiatique. Parce que les patrons ont peur que ces gens, à un moment donné, se retournent contre l'entreprise, juridiquement, pour avoir été virés par racisme. Sauf qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains aujourd'hui qui ne sont pas très contents parce que ils ont de la concurrence maintenant avec les LGBTQ+.
C'est pas bon, hein, tout ça. Alors je vous rassure, moi, à mon niveau, je suis dans un état du Sud. Les progressistes, les LGBTQ+, ils sont là, mais ils se font discrets. En revanche, bien sûr, à Charlotte, on a eu ce meurtre de l'Ukrainienne qui fait couler beaucoup d'encre, surtout au niveau judiciaire. Là, je peux vous dire qu'en ce moment, dans les couloirs de la mairie de Charlotte, dans les couloirs du système judiciaire du comté de Mecklenburg, là, le risque, c'est que aux prochaines municipales, en effet, peut-être que les progressistes risquent de perdre Charlotte. Mais comme Charlotte est essentiellement constituée d'une population progressiste, comme d'ailleurs la plupart des grandes villes américaines, c'est pas demain la veille. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans une vidéo. Observez bien ce qui est en train de se passer à New York. Parce qu'à New York, ça va être très intéressant aux prochaines municipales de voir qui va être élu. Je ne reviens pas sur la question. J'ai fait une vidéo dessus. Allez la voir. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents et attention aux pièges médiatiques, idéologiques et de manipulation.